Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. 70 ans après l'adoption des conventions de Genève, quels sont les défis de la protection humanitaire? Une préoccupation mondiale au centre d'une conférence internationale à Rabat, en présence de la sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, Ursula Müller. Al-Bouraq, une première année satisfaisante pour le TGV marocain. Plus de 2,5 millions de passagers ont opté pour ce moyen de transport et des performances prometteuses. Le bilan d'une année d'exploitation dans ce journal. Les femmes artisanes du Maroc et du continent à l'honneur à la 11e exposition d'Arm Alma et au 2e congrès des femmes artisanes africaines. Des retrouvailles à Rabat pour exposer de vrais trésors réalisés par des doigts de fée. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République française Emmanuel Macron suite à la mort accidentelle de 13 militaires français lors d'une action antiterroriste au Mali dans le cadre de l'opération Berkane. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le roi assure M. Macron de son entière solidarité dans cette épreuve. Le souverain a adressé un message de félicitations à M. Klaus Iohannis à l'occasion de sa réélection président de la Roumanie. La sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence, Ursula Müller, est en visite au Maroc. Une visite de 3 jours. À son agenda ce mercredi, des entretiens avec le chef du gouvernement, où les deux responsables ont évoqué le système multilatéral humanitaire et les contributions du royaume à ce système. Saadil Atmani n'a pas manqué de rappeler que le Maroc a été parmi les premiers pays à instaurer une commission nationale du droit international humanitaire en 2008, chargée de diffuser cette culture et de présenter des avis au gouvernement à ce sujet. Ursula Müller a également pris part à une conférence internationale sur les défis de la protection humanitaire 70 ans après l'adoption des conventions de Genève. La conférence est organisée par la Commission nationale du droit international humanitaire en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. Elle porte sur l'impact des conventions de Genève en tant que pilier fondamental du droit international humanitaire et pierre angulaire de la protection de l'homme contre les drames des guerres. Nisra El Hamdawi. 70 ans après l'adoption des conventions de Genève, les défis de la protection humanitaire sont plus que jamais d'une brûlante actualité. Les conflits armés montrent l'urgence de la mise en application effective des règles et mécanismes de la protection des civils. Ces victimes qui payent le plus lourd tribut à ces guerres. L'heure est au rappel des fondements de base et de l'esprit de ces traités internationaux. Ce qu'on aimerait faire, c'est d'essayer ensemble et de réfléchir surtout en ce qui concerne les conflits armés, de trouver des moyens et des mécanismes pour alléger les souffrances des pays en souffrance et des pays sous les conflits. Le Maroc a été parmi les premiers pays à adhérer aux 4 conventions de Genève juste après son indépendance. Depuis, le Royaume s'est mis au diapason des dispositions du droit international humanitaire à travers le lancement de différents chantiers, tels la révision du Code pénal. Pour nous, la célébration du 70e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève vise à montrer ce qui a été réalisé au Maroc en ce qui concerne la diffusion des dispositions des conventions de Genève et de leur harmonisation avec la législation nationale. Notre but est également de s'arrêter sur l'importance historique et symbolique de ces conventions qui constituent un fondement de base du droit international humanitaire. Dans un monde en ébullition, confronté aux brutalités des conflits et des guerres, attirant les convoitises, la mise en œuvre de ces conventions et le respect des normes humanitaires accusent des dysfonctionnements, accentués par des enjeux géostratégiques. L'adaptation des instruments d'application du droit international humanitaire à la réalité actuelle s'avère vitale.
Al-Bouraq souffle sa première bougie. Un an après son inauguration, le TGV marocain, le premier à l'échelle arabe et africaine, affiche un bilan positif qui dépasse les attentes de l'ONCF. En moyenne, 8250 voyageurs sont transportés chaque jour avec un taux de ponctualité de 97%. C'est ce qui a été souligné à l'occasion du deuxième colloque sur la grande vitesse tenu aujourd'hui à Rabat. Hassan Tabahi, Mohamed Eklishkar. Déjà plus de 2,5 millions de voyageurs, 3 millions d'ici la fin de cette année. Al-Bouraq permet depuis son lancement de faire des allers-retours Casarabat-Tanger dans un total confort et en un temps record, dans le vrai sens du terme. Je vis à Tétouan, je me déplace en voiture jusqu'à Tanger. Je prends ensuite Al-Bouraq pour Rabat. Le trajet prend à peine 1h10. Je règle quelques affaires et je regagne Tétouan. Comme si j'étais sorti uniquement pour faire un tour. Rapide, confortable et surtout très ponctuel. Les clients sont satisfaits. Le taux de satisfaction, a atteint les 92%. Sur le plan économique, Al-Bouraq dessert un bassin socio-économique qui génère près de 60% du PIB national. Un bassin qui représente près de 44% du total de la population marocaine. Un véritable vecteur du développement, un modèle, au plan continental notamment. C'est un symbole extrêmement fort pour le développement de la mobilité en Afrique. Donc moi, en tant que directeur général de l'UIC, donc l'Union internationale des chemins de fer, on est l'association de l'ensemble des entreprises de chemin de fer au niveau mondial. Et c'est extrêmement important de démontrer, et on le démontre aujourd'hui, que la grande vitesse est à la portée des pays émergents. Au plan environnemental, ce sont 300 000 tonnes de carbone évitées grâce à Al-Bouraq. Moins de véhicules sur les routes, moins de pollution, mais aussi moins d'accidents de la circulation et plus de sécurité. C'est pas un luxe, c'est pas quelque chose qui est bizarre, c'est une véritable nécessité et c'est un véritable atout pour le développement du pays. Et je crois que tout ce qu'on a vu aujourd'hui le montre parfaitement. Ambition et de ses réalisations. Al-Bouraq, vecteur de mutation multifacette, a été le thème de cette deuxième édition du colloque de la grande vitesse ferroviaire au Maroc. L'occasion de souligner quelques performances du TGV. Pour la régularité, donc qui mesure la ponctualité des trains, on est à un taux de 97%. Pour ce qui concerne le nombre de voyageurs, on a atteint fin octobre 2,5 millions de voyageurs. Al-Bouraq inaugure une nouvelle ère des chemins de fer au Maroc, mais aussi dans le continent africain. 16 jours de sensibilisation à travers le monde sur les violences faites aux femmes, 16 jours d'activisme pour promouvoir une conscience collective sur ce phénomène. Au Maroc, l'heure est tout aussi à la sensibilisation par tous les moyens qui ciblent particulièrement les jeunes, histoire de les éduquer à la culture de la parité entre l'homme et la femme. Exemple, le collège Imam Boukhari à Rabat, dans ce reportage de Yassine Morafiq et Moya Marouche. Dans une maison transformée en scène de combat, une séance de jouxte verbale entre un mari et sa conjointe. Derrière la parodie, une interrogation sur les non-dits, les frustrations respectives et la difficulté à se mettre à la place de l'autre. La violence dans les relations de couple, voici le thème de cette comédie interprétée par les élèves du collège Imam Boukhari. Ces comédiens en herbe tentent de mettre l'art dramatique au service de la lutte contre la violence faite aux femmes. Je suis aujourd'hui là, comme mes camarades, pour lutter contre la violence contre les femmes. Il faut en finir avec les comportements violents, que ce soit à l'égard de la femme ou de l'enfant. Il n'y a pas mieux que l'expression scénique et le jeu dramatique pour sensibiliser nos collégiens sur toutes les formes du phénomène de la violence. Nous veillons également à leur inculquer les valeurs de la tolérance et du respect de l'autre. Après le langage des planches, c'est à travers la peinture que ces adolescents expriment leurs pensées sur ce fléau.
Il n'y a pas que des activités ludiques. Les manuels scolaires, eux aussi, peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les stéréotypes sexistes. À partir de l'année 2014, où nous avons passé au crible l'ensemble des manuels scolaires, les 390 manuels scolaires que nous avons qui sont accrédités au Maroc, et ces 390 manuels ont été corrigés et on a demandé aux éditeurs de sortir des nouvelles éditions dans lesquelles il faudra que le respect soit scrupuleux d'égalité des sexes. Il ne s'agit pas seulement de transmettre les valeurs humaines, mais surtout à veiller à ce que les générations montantes se les approprient d'une manière concrète. Le secrétaire d'État américain Michael Pompeo se rend au Maroc début décembre. L'annonce est faite par le chef de la diplomatie américaine qui qualifie le Royaume d'un des partenaires les plus forts des États-Unis dans la région. Et Michael Pompeo, qui avait co-présidé le mois dernier à Washington avec son homologue marocain Nasser Bourita la 4e session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis, avait mis en avant le leadership de Sa Majesté le Roi dans sa promotion d'un programme de réforme audacieuse et de grande portée au cours des 2 dernières décennies. Sur un autre chapitre de coopération, cette fois avec la Russie, Nasser Bourita a eu hier un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov, au cours duquel les 2 parties ont évoqué les relations bilatérales. Lors de cet entretien, Sergei Lavrov a indiqué que son pays réaffirme sa disposition à approfondir le dialogue avec le Royaume pour le règlement de la question du Sahara marocain et sur les questions clés à caractère international et régional. Dans le reste de l'actualité, Gaza de nouveau bombardée par l'aviation israélienne à peine 2 semaines après un épisode de violence entre l'occupant israélien et un groupe armé à Gaza. Hier, 2 roquettes avaient été tirées de la bande de Gaza vers le sud d'Israël, selon l'armée israélienne. La sirène d'alerte avait retenti aux alentours de la ville israélienne de Sderot, proche de l'enclave palestinienne. Dans l'actualité africaine, le candidat du parti historique et dominant en Guinée-Bissau arrive nettement en tête du premier tour de la présidentielle. Domingos Simões Pereira, 56 ans, chef du gouvernement 2014-2015, devance largement avec 40,13% des voix un autre ancien Premier ministre, Umaro Sissoko Embalo, 47 ans. C'est ce qui ressort des résultats communiqués aujourd'hui par la Commission nationale électorale. L'Albanie en deuil au lendemain d'un violent séisme qui a fait près de 30 morts. Les autorités du pays continuent d'extraire des corps maculés de poussière d'immeubles en ruine tout en redoublant d'efforts pour libérer des survivants. C'est le plus puissant séisme à frapper ce pays des Balkans depuis plusieurs décennies. Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans les 2 villes les plus durement touchées, la localité touristique côtière de Dur sur l'Adriatique et Touman au nord de la capitale Tirana. Industrie automobile, le Maroc fait son entrée dans la cour des grands. En l'espace de quelques années seulement, le Royaume a émergé comme l'un des acteurs les plus en vue de la filière. Un choix stratégique couplé à de bonnes performances en termes d'exportation et d'attractivité des investissements. Et parallèlement à ces bons indicateurs, les partenariats se multiplient pour développer davantage le secteur, notamment en termes d'innovation. Sarah Katir. Il s'agit d'une convention de partenariat entre le Centre technique des industries des équipements pour véhicules et le groupe PSA. Elle permettra de mettre en place des plateformes et des installations techniques dotées de haute technologie afin de réaliser pour la première fois au Maroc des essais physiques liés aux activités de développement automobile. Le secteur automobile est en train de monter en puissance et en capacité et nous arrivons aujourd'hui à passer à une deuxième étape de contrôle, d'essai et d'innovation. On a mis en place le centre de pilotage, on a mis en place un centre recherche et développement qui grandit et qui va aller jusqu'à une capacité de faire un véhicule entier. Et aujourd'hui, on rajoute une pierre de plus à cet édifice en se donnant de moyens d'essai et de formation à travers ce centre. Le projet mobilisera 60 ingénieurs et techniciens supérieurs tout en consacrant un volet important à la formation des formateurs.
après l'accompagnement des équipementiers marocains et le contrôle de qualité à l'importation, aujourd'hui, nous allons passer un nouveau cap qui est quand même beaucoup plus important et qui aura une valeur ajoutée plus importante, c'est que nous allons être parmi le premier pays qui va accompagner un constructeur dans le domaine de recherche et développement. Ce projet impactera l'écosystème recherche et développement du groupe et permettra au CETIEF de monter en compétences et aux centres techniques de renforcer leur rôle d'acteur de l'innovation au sein des écosystèmes automobiles. Il a ouvert ses portes hier à Casablanca. Le salon avicole d'Awajin 2019 revient pour une 22e édition. Cette année, les débats s'articulent autour de l'emploi généré par le secteur, dont le monde rural. L'événement devrait attirer plus de 12 000 visiteurs. 400 exposants y prennent part. Leila Asli, Boubkar Benabrit. Au fil des ans, Dawajin s'impose comme un rendez-vous incontournable des différents intervenants dans le secteur avicole au Maroc. Dawajin confirme son rayonnement continental et s'impose comme un rendez-vous incontournable des différents intervenants dans le secteur. Les exposants présents à cette 22e édition représentent les 5 continents. Tous les intervenants du secteur, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les organisations professionnelles avicoles de 25 pays, sont présents à cette édition. Dawajin 2019, c'est cette année plus de 400 exposants. Le salon est devenu un outil incontournable de développement de l'aviculture au niveau national, ouvert à l'international, notamment au continent africain. Cette 22e édition se caractérise par une forte participation des pays africains, près de 14 pays, et ça c'est très important. Mais cette participation est venue au fil des années sur le salon. Et il faut savoir que nous, les opérateurs marocains, on était concentrés sur le marché marocain, mais nous avons une très bonne expérience. Nous avons de gros opérateurs qui maintenant investissent directement en Afrique. On a un couvoir au Mali, donc nos machines, tout ce qu'on utilise dans les couvoirs, c'est du Maroc. Donc je suis vraiment ravie de participer. Notre participation dans le salon, ça donne une valeur ajoutée aux gens qui travaillent dans le secteur, et par la suite on travaille dans l'amélioration du secteur et de l'économie de notre pays. Le salon est organisé cette année sous le thème « Le secteur avicole, levier pour l'emploi dans le monde rural ». Le secteur avicole au Maroc, c'est un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dirhams en 2018, avec pour objectif d'atteindre les 38 milliards de dirhams à l'horizon 2020. Les femmes artisanes du Maroc et d'autres pays d'Afrique à l'honneur à la 11e exposition d'Armes Alma et au 2e congrès des femmes artisanes africaines. Cette année, l'événement se tient sous le signe de la complémentarité des femmes artisanes du continent à l'ère du digital. Et ça se passe au Théâtre National Mohamed V de la capitale. Dans ce reportage, nous allons découvrir de vrais trésors réalisés par des doigts de fée. Abdelmjid Hallaoui, Mohamed Nasseri ou Maïma Ramdi. Elles sont venues des 4 coins d'Afrique pour présenter leurs créations. Des habits traditionnels, confectionnés par des mailmates, maîtres artisanes. Une belle occasion pour faire découvrir l'Afrique à travers son artisanat, mais aussi les produits de son terroir. Ça fait reconnaître le Mali à travers le Maroc ici. Et aussi, c'est une opportunité pour nous aussi de reconnaître, de faire des connaissances avec nos partenaires. Ce salon contribue non seulement à nous faire connaître au plan national et international, mais c'est aussi une occasion pour faire découvrir l'artisanat africain. Je suis artisane à l'agroalimentaire. Je suis venue participer au forum pour adhérer au réseau des femmes artisanes de l'Afrique pour que je puisse contribuer dans le développement de l'artisanat dans mon pays. L'artisanat, c'est cette richesse culturelle et cette composante essentielle de l'identité du continent. Ce festival constitue un pont qui reliera les différentes cultures. Il y a une grande symbiose entre les artisanes marocaines et leurs homologues du continent. D'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir prendre des cours en matière d'artisanat marocain.
Des habits traditionnels en passant par les produits du terroir, sans oublier les petits objets de décoration. Ces femmes exposent leurs plus belles créations pour le plus grand bonheur des visiteurs. Une exposition colorée à l'image de Mama Africa. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia Almodin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.